je suis Michel Leduc, je suis une physicienne qui travaille dans ces locaux, donc je suis en quelque sorte la puissance invitante qui vous accueille dans cette salle pour la remise du prix de l'Union rationaliste. Je suis membre du conseil d'administration et membre de l'Union rationaliste depuis quand même un certain nombre d'années. Je veux juste vous dire très rapidement quelques mots à propos du prix. Donc depuis 1967, le conseil d'administration de l'Union rationaliste décerne chaque année un prix à une personnalité remarquable dont les travaux ont concouru au développement de la pensée rationaliste, rationnelle. Alors ce prix veut honorer des hommes, des femmes, il y a aussi des femmes, des écrivains, des chercheurs en sciences de la nature ou en sciences humaines et sociales, des philosophes, des journalistes souvent, choisis en fonction de leur implication pour la promotion des valeurs partagées par l'association. Alors, je peux vous donner quelques noms des derniers lauréats pour que vous voyez un peu le pédigré de ces lauréats qui sont tous absolument remarquables. En 2018, nous avons eu Stéphane Aurel, qui est une journaliste d'investigation pour le journal Le Monde, qui a fait ses enquêtes très remarquables sur la firme Monsanto. Il a écrit des livres comme Lobotomie, que je recommande vivement. En 2017, nous avons eu Shala Shafik, une sociologue iranienne, dans cette même salle d'ailleurs, qui avait fait une conférence qui avait attiré beaucoup de monde. En 2016, Catherine Kinsler, une philosophe. En 2015, Sylvestre Huette, dont vous connaissez peut-être le blog Maintenant du Monde. C'est un ancien journaliste scientifique du journal Libération qui ensuite, après sa retraite, est passé dans un blog Le Monde du Monde qui est très lu. Nous avions eu avant Gérard Bronner, sociologue que vous ne manquez certainement pas d'entendre sur toutes les radios maintenant. En 2018, Guillaume Lecointre, zoologiste, quand même de temps en temps des scientifiques. En 2011, Hubert Krivine, physicien, qu'on retrouve maintenant dans d'autres, à la FIS par exemple. En 2010, Michel Perrault, une historienne absolument remarquable, dont on parlait encore récemment dans Le Monde. En 2009, Maurice Godelier, anthropologue, non moins remarquable. 2008, Lucien Sèvres, etc., philosophe. Je ne vais pas remonter plus loin dans la liste parce qu'elle date de 1967. Bon. Alors, le prix, cette année, est décerné à Hervé Schneewes, ici même, dont la candidature a été proposée et approuvée au dernier conseil d'administration de l'Union le 21 septembre 2019. Il y avait d'ailleurs d'autres propositions et donc nous ne manquons pas d'idées, mais cette année, c'est Hervé qui a été choisi. Alors, je ne vais pas détailler le CV de Hervé, puisque ça va être... je dis simplement que c'est un neurobiologiste, directeur de recherche à l'INSERM, voilà, qui a beaucoup de cordes à son arc. Je voulais juste dire, il va être proposé, présenté par Antoine Triller, notre nouveau président de l'Union rationaliste, qui, comme vous le savez, puisque vous êtes proche de, je pense, de l'association qui succède à Yves Bréchet, qui lui-même succédait à Édouard Brézin de cette maison. Voilà. Je voulais juste dire un petit mot personnel à propos de Hervé Schneewes, que dira peut-être pas Antoine, c'est que je connais Hervé de longue date et nous nous sommes croisés quand nous avions tous les deux des fonctions au ministère de la Recherche. C'était avant l'alternance politique de 2002. Donc ça remonte à loin quand même. C'était une époque bénie où il y avait quand même pas mal d'argent dans la recherche. On n'en est plus tout à fait là. Et donc nous avons un peu officié ensemble au ministère de la Recherche. Et c'est depuis cette date que je connais, dans un contexte un peu plus politique, Hervé Schneewes. Et je dois aussi mentionner que je le connais maintenant beaucoup mieux parce qu'il est le président du comité d'éthique de l'INSERM. Il fait énormément pour ce comité d'éthique et je pense que l'éthique maintenant est quand même non seulement une notion à la mode, mais une notion très très importante dont la population se
prend de plus en plus conscience. Et moi, j'ai été présidente du comité d'éthique du CNRS pendant 5 ans, et j'y suis encore d'ailleurs toujours dans ce comité d'éthique. Donc CNRS, INSERM, vous voyez, des grosses institutions de recherche. Nous avons beaucoup discuté ensemble et nous continuons et nous avons des projets communs d'éthique entre les deux comités. Donc sur des projets sur la diplomatie scientifique, des projets sur les risques et la précaution, tout ça concerne la recherche et aussi la population. Donc je voulais juste terminer avant de passer la parole, donc bien sûr c'est pas moi qui passe la parole, c'est Antoine qui va reprendre la parole, mais je voudrais juste indiquer qu'il y aura un colloque de l'Union rationaliste, le colloque 2019 qui est un peu décalé, donc on va dire que ça va être en 2020, qui aura lieu à l'école normale, donc pas dans cette salle, mais dans une plus grande salle, dans la salle du SAN, au 45, c'est le samedi 29. Facile à retenir parce qu'il n'y a pas beaucoup de 29. Samedi 29 2020, c'est toute la journée. Et le thème du colloque est relié au thème de l'exposé que vous allez entendre là. Rationalité et éthique. Rationalité et éthique, vous voyez que l'éthique revient en sciences biologiques et médicales. Voilà. Donc il y aura des interventions très intéressantes. Après Antoine Triller, il y aura Alain Fischer, qui va parler de fake news en médecine, vaccination, médecine douce, vous savez, c'est lui qui avait été chargé de ce rapport sur la vaccination. Il y aura André Grimaldi qui parlera des maladies chroniques et de réflexion sur la non-observance. Vous aurez Sylvestre Vette, dont on parlait tout à l'heure, qui donnera quelques exemples de malinformation médiatique sur les sciences du vivant et leurs applications. Et vous aurez Lucienne Letellier qui parlera d'intégrité et d'éthique en sciences, une exigence qui n'admet pas de frontières disciplinaires. Robert Barocchi, je crois, qui est arrivé là-bas, qui parlera environnement et santé, incertitude et précaution. Et puis ça se terminera par le philosophe Frédéric Worms, qui est ici à l'école normale, qui parlera rationalité et dogmatisme, le doute raisonnable, pardon. Et puis il y aura une table ronde animé par un directeur des études avec des élèves de l'école normale, et pas que de l'école normale d'ailleurs, qui parlera de éthique dans la science, dans et hors des laboratoires. Et après il y aura tout ça. Donc ceux qui sont là, ne manquez pas de venir aussi au colloque le 29, toute la journée. Février. 29 février. Ah non, non, pas janvier. Février. Voilà. Antoine. Bon, bah, écoutez, très rapidement, moi je suis neurobiologiste, je travaille ici à l'école et je suis le nouveau président de l'Union rationaliste. Et je dois vous dire que pour un neurobiologiste, faire l'introduction d'un neurobiologiste que nous accueillons aujourd'hui, c'est pour moi un véritable plaisir parce que je connais Hervé, je pense qu'on était à quelques années près, enfin, on s'est suivi de peu dans les laboratoires comme étudiant, enfin voilà. Donc je connais Hervé depuis tout le temps. Hervé est quelqu'un qui est je vais vous donner quelques mots sur son CV, mais enfin vous l'avez déjà compris, mais c'est quelqu'un qui a un engagement civique extraordinairement important, qui est à la frontière de ce qu'est son activité scientifique propre, que je vais résumer dans quelques instants, et puis ce que sont les grands problèmes de société. La biologie et la médecine sont confrontées aujourd'hui à des débats sociétaux, avec une demande constante de solutions de la part du public. Et évidemment, les sciences du vivant, c'est le lieu d'interrogation fondamentale sur des sujets d'importance majeure pour les citoyens. Et à ce niveau-là, les aspects éthiques à la fois de communication, mais également de pratique scientifique, se posent de manière constante. Donc Hervé, comme ça vous a été rappelé il y a quelques instants, est neurobiologiste, neurologue, directeur de recherche au CNRS. Il dirige un laboratoire de neurosciences important à Paris, sur le front de Seine, je dirais en bas dans la vallée. Il a fait un travail très important de neuropharmacologie du mouvement, de génétique des maladies, des mouvements anormaux. Il a travaillé sur des
cellules du système nerveux qui ne sont pas les neurones, qui sont les astrocytes, qui sont extrêmement nombreux, très importants. Et puis cela l'a conduit à travailler évidemment sur les pathologies de ces cellules, qui sont les tumeurs cérébrales, et de là au rôle des cellules souches dans ces cellules dans ces tumeurs. Un travail absolument central, c'est un point de départ, c'est quelque chose qui n'a pas encore abouti, je dirais, du point de vue thérapeutique, mais qui a qui donne de grands espoirs. À côté de ça, là je vous ai fait vraiment brosser un tableau vraiment très bref. Il a été rédacteur en chef pendant 10 ans d'une revue que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Médecine Science, qui est une revue de vulgarisation de très haut niveau de la science vers les scientifiques, je dirais. Et puis, il a eu un rôle à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques à la même époque, entre 2003 et 2016, qui regroupe des scientifiques, des parlementaires, pour animer un débat autour des choix scientifiques au niveau de la politique des choix scientifiques. Ce qui, évidemment, est une fonction très importante. Il a également eu un rôle à la Fondation pour la recherche médicale, dont vous avez sûrement entendu parler, dont j'ai été président d'ailleurs du conseil scientifique, puis du comité de la recherche à une époque. Il a travaillé à la Ligue nationale contre le cancer. Et puis, comme ça a été mentionné par Michel tout à l'heure, il a eu un rôle au ministère de la Recherche, auprès de Roger Gérard Schwarzenberg, en particulier sur les questions de bioéthique. Il est président du comité bioéthique de l'INSERM, du comité international bioéthique de l'UNESCO. Il est membre expert de l'OMS pour la gouvernance et l'édition du génome humain. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment au cœur de toutes ces problématiques, qu'il a d'ailleurs exprimé au travers d'un certain nombre d'ouvrages, qu'il ne va pas signer d'ailleurs à la fin de cette réunion, mais ils ne sont pas sur la table là-bas, mais enfin c'est quand même assez remarquable. Je voudrais juste insister sur le fait qu'il y a un lien entre intégrité, éthique et rationalité. Nous sommes ici à l'Union rationaliste, et je crois que ce lien dans les sciences dites dures est également valable dans les sciences humaines et sociales. Le lien qu'il y a entre intégrité, éthique et rationalité fonde en réalité, d'un certain point de vue, la rationalité, mais cela, évidemment, mérite d'être débattu plus avant. Et ils sont aujourd'hui, ces notions d'éthique et de rationalité sont interpellées dans les grandes questions qui sont celles de notre époque, par exemple, au-delà de la biologie, en économie, ou dans les sciences sociales, ou en écologie. Donc je crois que c'est un axe important qui doit être au cœur de nos actions. L'éthique en est une dimension centrale, et donc de ce point de vue, la présence d'Hervé et le fait que nous lui attribuons ce prix est particulièrement justifié. Donc j'ai assez parlé là pour l'instant, donc je vais lui donner la parole, parce que moi je peux parler sans... Je n'ai aucune difficulté de ce point de vue-là. Donc je vais donner la parole à Hervé, et après ça nous aurons évidemment des questions dans la salle. On est obligé de parler un peu fort. Si par hasard vous n'entendez pas, vous nous le dites, parce que nous n'avons malheureusement pas de micro. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai essayé de parler un peu fort, mais on peut parler encore plus fort. Enfin voilà. On va peut-être lui donner son cadeau. Ah oui, excuse-moi. Oui, voilà. Donc c'est de la lecture, évidemment ça s'impose. Et puis l'expression de ce prix de l'Union rationaliste. Avec les derniers numéros des revues, Raison présente et les cahiers rationalistes. Voilà. Tous les deux très intéressant. Belles revues. Alors attends, par où je merci mille fois Michel, merci mille fois Antoine, merci à tous d'être là ce soir. Je vais dire encore une fois à quel point je suis ému, bien sûr honoré et extrêmement ému, parce que je suis quelqu'un qui a réussi à vivre jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même des cheveux un peu gris, sans jamais recevoir de prix. Et puis là, l'automne dernier, il y a eu
une espèce de conjonction, à tel point qu'à un moment, je me suis demandé si je ne devais pas consulter un médecin pour savoir si j'étais pas un peu malade et qu'il fallait se presser avant que je disparaisse. Mais bon, j'espère que ça va durer encore quelques temps. Donc merci mille fois de m'accorder ce prix. Et ce que je voudrais vous proposer ce soir, c'est une réflexion autour de la manière dont quelques découvertes dans le domaine des neurosciences peuvent éclairer notre rationalité et surtout une rationalité qui soit biaisée. Alors, il y a des amis qui sont là dans la salle, certains qui m'ont accompagné quand je vois Hélène Langevin et Pierre Joliot, je me rappelle au fond de comment je suis entré au CNRS, parce que si vous n'aviez pas été là pour soutenir ces jeunes chercheurs qui étaient reçus mais mis à la porte du CNRS immédiatement, peut-être que la vie aurait été différente et qu'avec Alexis, je serais resté à faire de la neurologie et de la neurogénétique. Voilà, il y a beaucoup d'autres amis, le ministère ou les comités d'éthique avec lesquels nous avons travaillé avec Michel Leduc et d'autres combats sur l'expérimentation animale ou la reconnaissance de l'animal avec Georges Sapoutier. Enfin, il faudrait que je cite presque la moitié de la salle tellement on partage de choses tous ensemble. Alors, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que ceci n'est pas un cerveau et que c'est très important de commencer comme ça, surtout quand on essaye de faire un exposé à partir de données scientifiques pour aller vers des conclusions qui sont un peu plus générales. Bon, de la même façon que Magritte, en représentant cette pipe, avait dit « ceci n'est pas une pipe », c'est la fameuse série de la trahison des images, eh bien, nous devons toujours nous rappeler que nous vivons dans des représentations du cerveau et que, même si je vais vous présenter des données issues des neurosciences, ça fait très longtemps. Il y a eu déjà une controverse entre Platon et Aristote sur le fait de savoir où était l'âme. Platon et d'autres étant déjà convaincus que c'était dans le cerveau, Aristote voulant remettre l'âme dans le cœur. Et pourquoi? À cause de la théorie des humeurs, les 4 humeurs qui se combattent comme les 4 éléments de l'eau, la terre, le feu et le ciel. Et du coup, il y avait le fait que l'âme, ce qui faisait la chaleur humaine, ne pouvait pas venir d'un organe froid. C'est comme ça que Aristote se le représente. Et vous savez bien que ces humeurs ont donné des expressions qu'on utilise encore comme « il est lymphatique ». Bon, la lymphe, c'était froid, et le fait d'être comme ça, un peu indolent, correspond à ces humeurs. Donc, nous avons, depuis que l'humanité existe, des représentations, et nous, évidemment avec des outils beaucoup plus sophistiqués, des IRM, l'imagerie de tenseur, nous faisons d'autres représentations du cerveau au stade où nous en sommes. Et je vais commencer notre histoire où les neurosciences interviennent dans notre raison ou dans notre raisonnement. On va assimiler la raison à ce qui nous permet de prendre des décisions, on va assimiler la raison à ce qui nous permet de nous adapter aux conditions du monde. Avec ce qui est arrivé avec ce brave Phineas Gage en 1848 et ce qu'en raconte son médecin John Harlow. Donc Phineas Gage était un contremaître modèle et un artificier hors pair qui construisait une ligne de chemin de fer dans le nord des États-Unis. Et puis à un moment, il a mal positionné son explosif et la baramine qu'il a utilisée pour cet explosif. Et cette baramine qui faisait à peu près le diamètre de mon pouce lui a traversé la partie frontale, est rentré par l'œil gauche et est sorti. Il est resté sidéré, puisqu'il ne s'est même pas évanoui, il n'est même pas tombé. Donc heureusement, il est tombé sur John Harlow qui avait quelques idées sur la manière de retirer les copeaux et de soigner les plaies. À peine 3 mois plus tard, il déambulait, il a survécu à cette blessure, il déambulait dans les rues, mais il n'était plus le même homme. Et comme l'écrit Harlow, l'équilibre de ses facultés intellectuelles et de ses pulsions animales avait été aboli, c'est-à-dire qu'il ne se comportait plus d'une manière socialement respectable comme il avait été jusque-là. Et donc, on peut se rendre compte que la lésion qu'il a eue du lobe frontal, de cette partie avant du cerveau, avait transformé un homme raisonnable en un homme qui, vu de l'extérieur, n'était plus
raisonnable. Et donc, à partir de là, les neurosciences vont se poser la question, au fur et à mesure, de qu'est-ce qui fait qu'on est raisonnable ou qu'on n'est plus raisonnable. Le deuxième point, de la même façon que je vous ai dit, ceci n'est pas un cerveau, je voudrais qu'on s'attarde un instant à ce que j'appelle le malentendu déterministe, parce que à la fois c'est quelque chose auquel nous, en tant que scientifiques, sommes particulièrement attentifs et c'est une nécessité pour notre travail, et puis souvent ce déterminisme il est mal compris. Alors pour les biologistes comme moi, ou les médecins comme moi, évidemment notre référence absolue c'est Claude Bernard, c'est l'introduction à la médecine expérimentale, et Claude Bernard définit à 2 reprises le déterminisme en disant que le médecin exercera son influence quand il connaîtra expérimentalement la cause des maladies, donc la causalité qui relie les choses, et puis il dit que le scientifique peut, la critique expérimentale met tout en doute, excepté le principe du déterminisme scientifique. On peut douter de tout, mais il faut bien qu'il y ait une cause aux choses, aux événements, fût-elle complexe. Et donc, il faut douter, mais ne pas être sceptique, si on veut faire une différence entre les mots. Donc, arriver à décrire une chaîne ordonnée qui aboutit aux événements que nous voyons. Et je pense que, d'un point de vue à la fois intellectuel et factuel, pour essayer de représenter ce dont on va parler après, les probabilités, le monde complexe dans lequel nous sommes, on peut se référer à un paradigme parfaitement déterministe et qu'a splendidement illustré Stéphane Mallarmé dans un grandiose poème, c'est le déterminisme du dé à jouer. Dans un dé, vous avez 6 faces et donc il est impossible que, quelle que soit la façon dont vous jetez le dé, il tombe sur quelque chose d'autre que l'une des 6 faces. Mais à chaque fois que vous jetterez votre dé, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, alors le poème fait 30 pages avec une calligraphie absolument magnifique, je recommande à tous de retourner et de retourner encore au poème, parce que c'est une merveille non seulement de poésie, mais aussi d'œuvre d'art en lui. Donc jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, c'est le début du poème, jamais un coup de dé n'abolira le hasard. Et dans une transcendance poétique absolument remarquable, Stéphane Mallarmé conclut en écrivant « Veillant, doutant, roulant, brillant et méditant avant de s'arrêter en quelques points derniers qui le sacrent », ça sera le numéro sur lequel il tombe, « toute pensée est un coup de dé ». Donc on peut être dans un paradigme parfaitement déterministe, mais ne jamais exactement savoir ce qui va arriver l'instant d'après, et c'est bien les circonstances dans lesquelles tout événement vivant, tout ce qui va être en interaction avec son environnement, va pouvoir se dérouler. À partir de là, il est clair que depuis des années, on a montré que le fonctionnement de notre cerveau, il est essentiellement inconscient. Et je vais y revenir avec une fameuse expérience, celle de Benjamin Libet. On a montré plus récemment que sans intentionnalité, il n'y avait pas de perception des événements. Il faut qu'il y ait un amorçage, il faut qu'il y ait une anticipation des choses. Et puis, on veut toujours opposer rationalité et émotionnalité. Ce qui est aberrant pour le cerveau et ce qui est aberrant en neurosciences, nous ne pouvons pas être vivants, nous ne pouvons pas être éveillés sans être émus de tout ce que nous, en neurobiologie, on appelle l'émotion. L'émotion, c'est l'éveil et c'est ce qui donne un poids à toute chose. Donc, la raison est toujours conjuguée à l'émotion, elle n'est pas opposée, de la même façon que vouloir opposer le corps et l'esprit sont des aberrations, puisque le cerveau est en permanence en coordination, en conjonction avec le corps, et inversement. Alors, juste pour illustrer et rester quand même dans les temps ce soir, je vais vous reprendre l'expérience de Libet pour vous montrer que non seulement la question de l'inconscience ne remet absolument pas en doute notre liberté d'agir, ou en tout cas à un niveau que les neuroscientifiques ne sont pas capables aujourd'hui d'apprécier, mais qu'en plus, au fur et à mesure de l'analyse des événements scientifiques, il y a une remise en question de ce qui a été observé. Ce qui a été observé, mais la façon dont on interprète ce qui a été observé peut être reprise, remise en question,
et, au fur et à mesure de nos connaissances, réinterroger au regard des connaissances nouvelles acquises. Il est clair que nous sommes malheureusement des grands ignorants. Nous ne savons pas l'étendue de notre ignorance. Nous savons, comme Socrate, seulement que nous sommes ignorants. On est un peu moins ignorant que lui parce que nous, on sait que Socrate était ignorant. Donc on a un tout petit avantage. Mais on reste quand même des grands ignorants. Alors, l'expérience de Libet, je vous la rappelle, on demandait à des gens de dire quand ils décideraient d'arrêter une horloge, et puis on enregistrait quand s'activait dans leur cortex cérébral la zone qui prend la décision de faire le mouvement d'interruption de l'horloge. Alors, il n'y a pas un petit bâton pour vous montrer les choses. Bon, donc vous allez juste suivre. Ici, il y a une baguette. Une baguette dans le blanche. Ah oui, elle est là. Baguette électrique. Super. Il faut savoir faire flèche de tout. Donc, je ne vous fais pas un grand cours sur la neurobiologie du cerveau, mais on va dire que ici vous avez la zone de préparation du mouvement, on simplifie les choses, et puis ici vous avez la zone d'exécution du mouvement. Et donc ce qu'observe Libet, c'est ce qu'il a appelé le readiness potential, c'est-à-dire le potentiel de préparation qui est enregistré à ce niveau-là. Et vous voyez que les gens disent qu'ils ont décidé de faire un mouvement à ce moment-là. Et on observe en fait que bien avant 500 millisecondes, mais dans d'autres paradigmes aujourd'hui jusqu'à 4 secondes avant le mouvement lui-même, il y a une activité du cerveau, une activité électrique qui est enregistrée ici et qui montre que si la personne dit qu'elle a décidé de faire le mouvement ici et qu'il y a encore 200 millisecondes avant l'exécution du mouvement, en fait le cerveau a commencé à travailler bien avant. Et cette expérience a été interprétée comme le fait que le cerveau a pris une décision et l'a préparée bien avant que la personne en soit consciente, c'est-à-dire mon cerveau sait ce que je fais bien avant que je sache ce que fait mon cerveau. En fait, les choses sont, comme toujours, beaucoup plus compliquées que ça, parce que quand on prend une décision, on ne la prend pas n'importe où, n'importe comment. Et ce qui a été réinterrogé dans l'expérience de Libet, c'est qu'on a donné des consignes aux volontaires qui ont préparé, qui ont fait l'expérience. C'est-à-dire, on leur a dit, ben voilà, il va y avoir une horloge, et puis il va y avoir un moment où vous allez décider d'agir, et nous, on va enregistrer votre temps de réaction, parce qu'on leur mettait aussi une petite électrode ici sur le muscle. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe premièrement que la personne a intégré la règle du jeu. Deuxièmement, il y a un moment où elle se dit quand est-ce que je vais décider d'agir. Puis il y a un moment où elle décide d'agir, puis il y a un moment de suivi de l'exécution du mouvement. Et on s'est rendu compte de façon beaucoup plus précise, plus récemment, que toute cette période de pente ici qui précède le moment de conscience de la décision, c'est en fait une sorte d'horloge interne qui compte le temps avant la prise de décision et qui compte au fond, selon la règle, la manière dont on prépare une décision. Donc dans la complexité d'une prise de décision, on a différents temps et l'interprétation que ça mettait en cause la liberté de penser parce que ça serait une activité inconsciente, elle est complètement remise en question par le fait que il y a bien ici la liberté d'avoir ou de n'avoir pas intégré la règle du jeu et donc de préparer l'action. Et deuxièmement, dans cette période de 200 millisecondes entre la prise de conscience et l'exécution même du geste, il y a tout à fait le temps soit d'essayer d'interrompre, soit d'essayer de corriger le mouvement, soit même dans la période après l'exécution du mouvement, l'évaluation comme toujours d'une action et la possibilité de revenir. Donc la question de la liberté et la question de la liberté de penser ou d'agir n'est absolument pas remise en cause par le fait d'enregistrer comment notre cerveau traite un ensemble complexe d'informations pour arriver à agir. De la même façon, on a voulu longtemps opposer l'inné et l'acquis, pour les
entre guillemets, intellectuel de gauche dans mon style, il était hors de question d'admettre qu'il pouvait y avoir un quelconque inné. Tout devait être de l'acquis, parce que l'acquis c'est de gauche et l'inné c'est de droite. Bon, l'inné en L''I'2NE. Bon, la vérité, elle est évidemment plus contrariante, mais c'est les faits scientifiques. Vous prenez des enfants nouveau-nés, alors je sais qu'on m'a argumenté que le cerveau est capable de percevoir et de percevoir les sons, les bruits, les lumières dès la fin du au cours du 5e mois de gestation, mais on prend des enfants nouveau-nés, on leur fait écouter différents sons avec des fréquences, des sons courts, des sons longs, des sons d'une plus ou moins grande amplitude. Alors, on regarde la réaction de l'enfant à 6 sons longs ou 5 sons longs et 1 son court, et puis on se rend compte que dès la naissance, le cerveau de l'enfant est capable de discriminer, sans aucune interaction préalable avec son environnement, des durées, des amplitudes, des fréquences. Donc, bien sûr, notre cerveau est aussi doté de capacités de représentation de l'espace, du temps, des nombres, la différence entre 5 et 6, et ça, dès le début. Qu'est-ce qu'on va en faire ensuite? Bien sûr, on va y revenir et en parler. De la même façon, il y a eu beaucoup de controverses autour de l'idée de savoir s'il y avait ou non un code neural. Eh bien, la réponse c'est oui. Si vous êtes en train de m'écouter et d'à peu près comprendre ce que je suis en train de vous raconter, c'est bien que le message que j'émets est encodé par mon cerveau d'une façon qui est décodée par le vôtre. Et effectivement, quand on enregistre des volontaires sains et que l'on présente des librairies d'images qui représentent différentes choses ou différentes scènes, et qu'ensuite on leur présente une image aléatoire qui contient certains des éléments, une voiture, un port, un bateau, à nouveau, et bien par des systèmes maintenant de déconvolution, pas à 100%, mais dans une fréquence largement différente du hasard, on peut reconnaître un certain nombre d'activités. Alors une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment est-ce qu'on reprend la main en termes de attention? Les neurosciences sont un élément multifactoriel qui nous éclaire sur la manière dont notre cerveau fonctionne, mais qui ni ne résume, ni n'enferme l'individu. Et donc, vous avez des travaux remarquables, comme par exemple ici ce travail de nature neurosciences où il y a 1000 enfants, plus de 1000 enfants, dont l'IRM cérébral avec des IRM fonctionnels ont été faits dans la région de Los Angeles. Et les auteurs ont eu la curiosité d'essayer de corréler ça avec, par exemple ici, le niveau d'éducation des parents. Et au miracle, on a une droite de régression qui permet de corréler le niveau d'éducation des parents avec certaines surfaces, certaines aires cérébrales des enfants. Et on pourrait en dire, ah ben voilà, les enfants des parents qui ont fait des études supérieures sont déjà dotés d'un cerveau qui va leur permettre à eux, à leur tour, de faire des études supérieures. Enfin, c'est si vous ne regardez pas la dispersion des points, parce que là, chaque point, c'est un enfant. Et vous voyez bien que la dispersion des enfants ici est à peu près de même nature que la dispersion ici. Et donc, par un cas individuel, vous ne pouvez pas savoir si vous avez pioché ce génie ici ou ce nul ici. Pire encore, des régressions ont été faites comme ça avec les impôts, enfin les revenus des parents. Donc la famille, ce qui tendrait à dire, bon, bah, il y a certaines régions pauvres ou certains quartiers, c'est pas la peine de s'obstiner à les éduquer. De toute façon, leur cerveau, parce que oui, je ne vous ai pas dit que c'était des enfants qui étaient entre 7 et 10 ans. Donc c'est pas la peine de s'obstiner, c'est déjà terminé, ils sont déjà prédéterminés à cet âge-là, à avoir le destin, entre guillemets, de leurs parents. Là encore, si vous regardez la courbe de régression qui est ici logarithmique, vous pouvez avoir une valeur statistique. Si vous regardez la dispersion des points, vous voyez bien que cela n'a aucune signification. Évidemment, c'est notre devoir de scientifique d'arriver à rectifier ces aberrations et ces moments où parfois, pour une raison ou une autre, certaines personnes ou certains
certaines dépêches, reprennent une phrase d'un abstract sans jamais avoir lu l'article lui-même et l'avoir interprété. Ensuite, ce qui est important, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est de dire que tout ça ne change, ne dit pas ou ne dit pas grand-chose de l'humanité de notre cerveau. Et je vous dis tout de suite, c'est une provocation que certains d'entre vous ont déjà entendue, un cerveau humain n'existe pas. Et ce n'est pas pour faire plaisir à Georges par rapport au cerveau animal que je dis ça. Alors, il faut savoir avant ça que notre cerveau, il construit une illusion du monde. Vous passez votre temps à construire l'image qui est autour de vous. Si vos yeux transmettaient directement à votre cortex occipital ce que vous avez devant vous, vous devriez avoir 2 taches noires devant les yeux, parce que ça serait l'émergence du nerf optique. Et c'est bien parce que vos yeux passent leur temps à balayer le regard devant vous, et votre cerveau à reconstruire une image, que vous avez une image fixe et complète devant vous. Le taureau, il n'a pas ça, et c'est ce qui permet au toréador, en s'esquivant au dernier moment, que le taureau ne le voit pas. Le toréador, il rentre dans le trou noir de l'œil du taureau. Nous, on construit en permanence un monde qui est un monde qu'on humanise. Vous présentez un petit film d'animation à des personnes normales. C'est un petit film d'animation qui a été fait dans les années 40, l'expérience a été faite dans les années 2000. Il y a un grand triangle, un petit triangle, et puis un petit cercle qui rentre et qui sort d'un carré. Et puis vous demandez aux gens au bout d'une minute qu'est-ce qu'ils ont vu. La plupart des gens disent qu'ils ont vu un méchant grand triangle essayer d'avaler un petit cercle, et un courageux petit triangle est venu s'interposer à chaque fois. Vous prenez des gens qui ont une lésion de l'amygdale, qui est une région, qui est un carrefour, qui connecte notre lobe frontal, donc la partie de raisonnement, avec les régions plus émotionnelles de notre cerveau, et les gens qui ont une destruction de cette région, vous leur demandez ce qu'ils ont vu, ils ont vu un grand triangle, un petit triangle, un cercle qui rentre et qui sortent d'un carré. Donc on construit en permanence une représentation du monde. On anticipe en permanence le monde. Tout votre cerveau, pour votre cerveau, ce qui se passe en ce moment, c'est juste le fait de vérifier à peu près que ce que vous aviez prédit est juste, et avec une logique floue. Pour votre cerveau, le présent, c'est déjà du passé. Il est déjà, au coup d'après, il est déjà en train de préparer ce qui va se passer. Et puis, on passe notre temps à essayer de détecter, là, en ce moment, sans même vous en rendre compte, vous essayez de comprendre ce que je vais vous dire, ou ce que je vais vous raconter, ou pourquoi je vais vous le raconter. Vous êtes en train, tout le temps, d'émettre un pari sur ce qui va se passer, ce qui va arriver. Alors, une fois qu'on a parlé de toute cette partie, au fond, câblage, au fond, organisée, au fond, construite de notre cerveau, eh bien, il y a toute l'histoire de chacun d'entre nous, et toute l'histoire de chacun d'entre nous, c'est la plasticité. C'est-à-dire qu'on est tous, ou presque, avec le même cerveau, parce que même 2 jumeaux ici du même œuf ne naissent déjà pas avec le même cerveau. Il y a des événements de recombinaison génétique durant le développement qui font que les neurones de 2 jumeaux monozygotes sont déjà 2 cerveaux différents. Mais alors, au cours de l'histoire, l'épigénétique va nous permettre d'apprendre, va nous permettre de nous adapter, va nous permettre de réorganiser des circuits. Et là, je vous ai mis un petit schéma qui est, au fond, le schéma de fonctionnement de mon laboratoire. C'est que notre cerveau, face à des défis qui sont internes, par exemple maintenir sa glycémie, face à des défis qui sont de l'environnement, en regardant Robert, je vais parler de l'exposome, juste pour lui faire plaisir, et puis, bien sûr, pour un cerveau humain, les challenges sociaux, eh bien, il y a 2 choix, où il va être capable de s'adapter et de compenser, s'adapter en apprenant, compenser en revenant à un état antérieur, ou il va être débordé, et là, cette mauvaise adaptation, ça va nous donner les maladies psychiatriques et neurologiques, dont je vous rappelle qu'elles sont 1/3 de nos dépenses de santé. Alors, ce n'est pas nouveau, cette épigénèse, parce que Erasme avait, pour prendre un exemple, mais l'Antiquité en est pleine, Erasme avait déjà dit « on ne naît pas humain, on le devient ». Kant
a déjà dit que dans la critique de la raison pure que le transcendantal, donc la capacité de penser au-delà du monde physique, est déjà épigénétique. Et donc, comme Henri Atlan, il faut abandonner la notion de programme pour aller dans cette notion du vivant qui est toujours en interaction, toujours en construction. Et même Jean-Pierre Changeux, à qui on a pu reprocher certaines positions ultra-neuro quelque chose, dans l'homme neuronal, il dit bien que la stabilisation par épigénèse, c'est-à-dire par interaction avec l'environnement, fait que nous ne sommes pas un automate génétiquement déterminé, acculturé, sans histoire, mais bien, au contraire, un être, un organe par rapport à notre cerveau en constante évolution. Et donc, l'une des choses importantes, c'est, avec Daniel Kahneman, si vous n'avez pas lu Système 1, Système 2, je vous recommande vraiment de vous précipiter sur ce livre, parce que c'est pour moi un des livres les plus importants, pas seulement pour les neurosciences cognitives, mais aussi pour la pensée tout court. Nous sommes tout le temps en train de croire que nous savons tout. Enfin, et quelque part, heureusement, parce que sinon on passerait des heures à décider ou à peser le pour et le contre de toute chose. Donc heureusement qu'on a cette croyance. Voilà. Mais surtout, on est incapable d'une pensée réellement statistique. Notre cerveau est paresseux, il préfère aller au plus vite à ce qu'il croit juste. Et puis, on est incapable de reconnaître le rôle du hasard dans différents événements. Et donc, j'en arrive à cette conclusion que notre liberté, ce n'est pas une liberté totale. La capacité de prendre une décision raisonnée, ce n'est pas une capacité totale, absolue. C'est bien quelque chose de contraint, relatif. Mais au sein de ce contraint relatif, il reste toute notre capacité d'arriver à mobiliser ce que nous avons appris, ce que nous sommes capables d'apprendre, et la capacité de mesurer le pour et le contre de toute décision quand on prend le temps de réfléchir. Ce que certains ne prennent pas toujours le temps de faire, c'est le problème de, au fond, la raison contre l'impulsivité. Alors, je voudrais terminer sur une note un peu plus éthique, ou en tout cas l'impact sur la société, parce que avec le développement de neurotechnologie, entendu au sens de ce qui est capable de détecter notre activité cérébrale, mais aussi de modifier notre activité cérébrale, on voit se développer aujourd'hui non seulement un grand nombre de dispositifs qu'on se met sur la tête ou qui sont capables d'enregistrer notre activité neurale, qui représente un marché colossal. Ici, vous avez une étude qui date déjà de 2017 qui chiffrait à plus de 40 milliards de dollars le marché des neurotechnologies à l'horizon 2035. Et surtout, le fait que ce marché se développe non pas dans un espace, il se développe dans un espace public, mais pas, il se développe à partir de découvertes d'équipes du public, mais il est largement dominé par l'industrie privée et des groupes de plus en plus monopolistiques dans l'industrie privée et à une échelle mondialisée. Alors, ce qui est important, c'est de se rendre compte que, à partir des connaissances que nous avons, encore une fois qui sont fragmentaires, qui vont nécessiter beaucoup de recherches pour être développées, il se développe de plus en plus de représentations et d'imagination sur notre cerveau, dans tous les corps de la société. Beaucoup sont des représentations fausses. On n'est pas capable, aujourd'hui, de lire dans les pensées. Les images subliminales ne durent que 500 millisecondes. Oui, ça existe, les images subliminales. Vous pouvez interférer avec la pensée de quelqu'un, mais au bout de 500 millisecondes, c'est terminé. Croire qu'une image subliminale vue dans une publicité peut influencer votre décision quelques heures après au supermarché est ridicule. Mais ça peut nous conduire à une redéfinition de ce que nous considérons comme humain ou pas dans la prise en charge des troubles de la conscience. Il y a des nouvelles pratiques sur notre cerveau. Il y a un livre qui fait un tabac sur l'impact des écrans. Je crois que c'est un collègue, Michel Desmurger, qui a
peut aller un peu loin dans son expression verbale, mais le livre est juste et il arrive à un bon moment. Comment est-ce que nos cerveaux vont interagir avec l'intelligence artificielle et des robots? Il y a des connaissances qui peuvent changer notre approche pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi n'utiliserions-nous pas nos connaissances sur les capacités d'apprentissage et la manière d'apprentissage de nos cerveaux pour améliorer l'éducation, améliorer les jugements moraux? Certes, il existe une expérience pratique de l'enseignement et de la didactique, mais pourquoi ne pas utiliser les connaissances nouvelles pour les combiner et ne pas les opposer aux connaissances anciennes? Le grand problème de tout ça, c'est que nos connaissances ont été essentiellement acquises soit sur des modèles animaux, soit dans des conditions pathologiques. Et que finalement, nous avons très peu de connaissances sur notre cerveau et sa manière d'agir dans un espace normal, chez un volontaire sain, et surtout sur une longue période. Tout est enregistré dans des conditions de laboratoire sur des très courtes périodes. Et l'émergence des neurotechnologies va venir bouleverser cela. Pourquoi bouleverser cela? Eh bien parce que la manière dont notre cerveau fonctionne, même quand il ne pense à rien, donc dans notre jargon, quand votre cerveau ne pense à rien, ça s'appelle le mode par défaut, parce que vous, peut-être, vous pensez à rien, mais votre cerveau, lui, il ne s'arrête jamais. Il fonctionne 24/24, 7/7, et même quand vous dormez, certes, il fonctionne différemment, mais il fonctionne tout autant, ou presque, que quand vous êtes éveillé. Donc, quand vous ne faites rien, quand vous ne pensez à rien, vous avez un fonctionnement qu'on appelle le mode par défaut, qui est une connectivité de certaines régions du cerveau. Et ce mode par défaut, si on l'enregistre, eh bien ça vaut n'importe quelle carte d'identité. Ça vaut l'empreinte digitale, ça vaut une empreinte génétique. Cette empreinte cérébrale vous identifie. Donc si vous avez un casque sur la tête et qu'on est capable d'enregistrer votre mode par défaut, eh bien on est capable de vous reconnaître. Et là, on rentre dans des éléments de la vie privée. Pourquoi il faut s'intéresser aux neurotechnologies? Parce qu'il peut y avoir des biais. Des biais qui sont des biais non attendus. On raconte toujours l'histoire de ce distributeur de savon dans un hôtel d'Atlanta, où quand un des conférenciers a été se laver les mains et qu'il a tendu la main, le distributeur de savon marchait pareil. Son collègue arrive, il met la main, il marche. Le premier était noir, le deuxième était blanc. Le système d'ondes pour reconnaître la présence de la main ne détectait pas la peau noire. Les ingénieurs qui étaient des blancs n'avaient pas pensé à tester sur une peau d'une autre couleur que la peau blanche, la réverbération de la petite lumière du détecteur. Ça, c'est des biais, entre guillemets, inattendus. Puis ça peut être des biais recherchés. Si on vous fait passer un test de QI et qu'on vous donne un résultat inattendu, on va dire que vous passez tous dans cette salle, vous qui êtes tous passés par l'école normale et qui êtes tous des génies, un test de QI, vous vous attendez à avoir 120, on vous annonce que vous avez 99, et puis juste après, on vous propose d'acheter quelque chose, vous allez acheter ce qu'il y a de plus cher. Vous allez chercher à compenser l'atteinte à l'estime de vous-même. C'est à peu près la même chose si on fait ce genre de test et qu'après, on vous propose un pari. Vous parierez beaucoup plus si on a mis en question l'estime de vous-même, enfin la façon dont... Et ça, c'est pas si difficile à programmer dans un dispositif qui recueille votre attention ou votre... Et puis, il faut faut faire attention au fait que nous savons, je regarde Alexis au fond de la salle parce que c'est des choses qu'on a fait il y a maintenant très longtemps, on sait que quand on met des dispositifs qui sont capables d'agir sur le cerveau, par exemple les implants pour la maladie de Parkinson avec la stimulation à haute fréquence, eh bien on voit dans 20% de nos patients, dans les 2 mois qui suivent l'intervention, un changement de comportement et en particulier une impulsivité absolument majeure, des gens qui ne sont plus capables de se contrôler. Donc en agissant sur certaines aires de notre cerveau, nous sommes capables d'agir. Il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres. Je vous rappelle que le cerveau d'un enfant ou le cerveau d'un adolescent n'est pas le cerveau d'un adulte en petit. C'est un autre cerveau, c'est un cerveau en développement. Un cerveau d'enfant est un cerveau d'enfant. Et il y aura une transition majeure au moment de la puberté vers un cerveau d'adulte. Évidemment, on n'aura pas le temps, mais peut-être avec les questions, de parler de l'amélioration. Pourquoi c'est
c'est très important tout ça quand on revient aux neurotechnologies, c'est parce que il faut tenir compte de ce qu'on veut faire de nos cerveaux par rapport à ce qu'on sait faire de nos cerveaux. Et donc le Nuffield Council, qui est un peu le CCNE anglais, a proposé en 2013 des principes de base qui commencent par la balance entre bienfaisance et prudence. Évidemment, bienfaisance, c'est une nécessité. Je vous ai parlé de toutes les maladies neurologiques et psychiatriques qui aujourd'hui pourraient bénéficier non seulement d'une meilleure connaissance du cerveau, mais d'une action sur le cerveau via ces dispositifs de neurotechnologie. On l'a vu avec la stimulation à haute fréquence pour la maladie de Parkinson. Ça se développe aujourd'hui pour d'autres traitements, y compris des troubles cognitifs. Mais la prudence, à cause non seulement de notre ignorance, mais aussi de l'incertitude sur l'effet de ces dispositifs sur notre cerveau. L'autre élément, c'est des intérêts clés. Comment on balance le désir individuel, et il y a un désir individuel qu'on voit avec tous les dispositifs qui sont disponibles, un désir individuel d'autonomie, de puissance, d'efficacité, avec l'intérêt public qui doit être la justice redistributive ou la manière dont certains biais de ces neurotechnologies peuvent être utilisés. Et le Nuffield proposait qu'on agisse avec trois vertus, l'inventivité, l'humilité et la responsabilité. Ça nous ramène à la raison de cette responsabilité. Alors, dans un autre groupe auquel je participe, il y a des éléments qui ont été mis en évidence autour justement de cette potentielle atteinte à la vie privée et, en allant plus loin, même à la liberté cognitive, si jamais il y avait une possibilité d'influence ou une possibilité de biais. Avec le fait qu'il faut informer les gens de l'usage de ces neurotechnologies. Dans le champ de la santé, je vais y revenir, c'est déjà pas mal fait, mais tous ces dispositifs qui sont utilisés maintenant en dehors du champ de la santé pour jouer, pour se relaxer, pour s'endormir, avec des démonstrations qui ne sont pas toujours absolues pour les techniques diffusées dans le grand public de biofeedback, mais aussi des dispositifs plus communs. Vous avez maintenant sur certaines voitures des dispositifs qu'on appelle de eye tracking qui viennent directement des laboratoires, donc des dispositifs qui regardent un peu la manière dont vous balayez justement le paysage devant vous et qui vont vous signaler si vous êtes en train de vous endormir. Alors c'est un dispositif de sécurité supplémentaire puisqu'il y aura une petite alarme qui se fera si vous vous endormez. Mais l'ordinateur de bord de la voiture sera capable aussi d'enregistrer quand il y a eu le signal d'alarme qui a été déclenché. Et peut-être votre assureur voudra savoir si vous vous endormez régulièrement au volant. Et changer peut-être le barème de votre assurance si vous vous endormez un peu trop souvent. Et puis, on est tous des citoyens, peut-être qu'on n'aimerait pas risquer notre vie avec un chauffard qui va s'endormir au volant, et peut-être qu'il serait bien qu'au lieu d'être juste enregistré dans l'ordinateur de bord, le dispositif soit directement relié à la gendarmerie la plus proche pour permettre d'arrêter le conducteur qui est en train de s'endormir. Et on voit qu'un dispositif de prévention et de sécurité peut devenir un dispositif de coercition, voire même un dispositif d'atteinte à certaines libertés individuelles, d'où la nécessité de travailler ce que nous sommes en train de faire actuellement avec maintenant différentes organisations, y compris au niveau de l'UNESCO, sur peut-être la définition d'une troisième sorte de droit humain. Il y a eu les droits civiques avec les révolutions, la révolution américaine ou la révolution de 1789. Il y a eu les droits sociaux en 1948 avec la Déclaration universelle. Peut-être faut-il ajouter des droits à la liberté cognitive ou à la vie privée, y compris cognitive, dans un avenir proche. Une première étape a été franchie avec des recommandations, mais c'est juste des recommandations, qui ont été faites à l'issue d'un travail qui a duré 2 ans à l'OCDE, auquel j'ai eu la chance de pouvoir être associé, et qui a été publié maintenant, qui a été adopté, qui a été publié au mois de décembre 2019. Et j'attire votre attention pas tant sur les premières recommandations, alors c'est les neurotechnologies dans le champ de la santé. Donc, promouvoir l'innovation, on a dit pourquoi. La priorité à la sécurité, on comprend bien pourquoi.
l'inclusion, l'accès à tous, la collaboration scientifique. Mais je vous surligne l'importance de la délibération sociétale. Au fond, c'est ce qu'on est en train de faire avec cette conférence ce soir, et le fait que vous aurez probablement envie de discuter ces neurotechnologies dans l'avenir, le fait qu'il nous faut des organismes de régulation pour surveiller, évaluer, suivre la diffusion de ces procédés, qu'il faut protéger les données personnelles parce qu'aujourd'hui tous ces dispositifs recueillent de l'information sur le fonctionnement cérébral, sur l'activité cérébrale, et peuvent très aisément les corréler à d'autres données qui sont recueillies éventuellement par d'autres appareils connectés dont dispose l'individu. Il faut qu'il y ait une éducation et une culture d'accompagnement, et puis il faut utiliser le potentiel mésusage. Comment est-ce qu'on pourrait biaiser les choses dans des utilisations inappropriées. À travers les lois de bioéthique, la France a commencé, la révision actuelle des lois de bioéthique, la France essaye de prendre quelques dispositifs, déclaration de lien d'intérêt. J'étais dans les différents comités qui ont travaillé à cette révision de loi de bioéthique. Je ne suis pas au gouvernement, mais dans des comités préparatoires au CCNE ou au Conseil d'État. Et donc, va être ajouté maintenant, si tout se passe bien, à l'article 16-14 du Code civil, non seulement les techniques d'imagerie cérébrale qui étaient déjà dans la loi précédente, mais les techniques d'exploration de l'activité cérébrale qui ne peuvent être employées qu'à des fins scientifiques, médicales ou judiciaires, pour restreindre l'accessibilité à ces dispositifs pour ce que nous faisons pour mieux connaître le cerveau ou pour des interventions médicales. Pour les questions judiciaires, c'est plus dans des procès pour abus de faiblesse ou choses comme ça. Et puis il y aura un deuxième article pour la partie agir sur le cerveau, qui est les actes et procédés techniques et équipements qui permettent de modifier l'activité cérébrale et qui représenteraient un danger grave ou une suspicion de danger peuvent être interdits. Et là, tout ça s'interconnecte ou s'articule avec le RGPD et les différents règlements. Donc, je vous renvoie aux articles 12 et 13 du projet de loi, enfin de la loi telle qu'elle a été adoptée avec, au Parlement et qui est en discussion au Sénat actuellement. Je terminerai en revenant sur ce que je vous avais dit, un cerveau humain n'existe pas. Alors après tout ce que je vous ai raconté, vous allez me dire, il exagère un peu. Mais je prendrai pour ça l'un des derniers cours de Michel Foucault au Collège de France, dans lequel il a travaillé sur cette phrase du Phédon de Platon, dans laquelle, avant de boire la ciguë, Socrate dit à ses élèves, et il dit surtout à Criton, nous devons un coq à Asclépios. Donc, devoir un coq à Asclépios, c'est devoir avoir une dette pour une guérison dans la Grèce antique. Payer cette dette, ne la négligez pas. Criton était effectivement l'élève le plus riche de Socrate, mais pourquoi fallait-il qu'il aille remercier pour une guérison? De quelle guérison s'agissait-il? Et en utilisant des travaux de Dumézil, Michel Foucault dit dans un autre passage, alors que Socrate aurait pu fuir Athènes et donc perdre la face en perdant ses élèves, et dans une discussion avec Criton, il avait décidé d'assumer ce qu'il était, d'assumer son école, et donc aussi d'assumer le risque d'être condamné à mort, pour assumer une vérité qui ne pouvait l'être que dans l'interaction avec ses élèves, avec son école. Et Michel Foucault dit qu'il n'y a d'instauration de la vérité sans une position essentielle de l'altérité. Et nos cerveaux humains n'existent que parce que nous avons été, dès l'origine et jusqu'à l'instant présent, en interaction avec d'autres humains, ce qui nous humanise. Erasme l'avait déjà dit. C'est cette interaction entre nos cerveaux. Il ne faut jamais oublier que, quelles que soient les facultés intrinsèques que nous sommes en tant que neuroscientifiques capables d'observer dans nos cerveaux, il n'existe d'humanité et donc de raison, et donc de raisonnement et de capacité de développer cette raison que si nous le faisons ensemble et dans cette interaction. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce prix et de m'avoir accordé votre attention.
Hervé, je te remercie beaucoup pour cette très brillante conférence et qui illustre parfaitement bien le lien qui existe entre la raison, l'éthique et la réflexion. Je crois qu'on peut avoir une petite discussion dans la salle. Donnons-nous un temps limité, on continuera autour d'un verre à la fin, mais disons qu'une petite demi-heure de discussion est possible. Donc voilà, donc c'est ouvert. Si vous avez des questions à poser, oui. Monsieur, je vous remercie pour votre exposé. Un ancien élève de l'école normale supérieure, M. Régis Debray, est en train de développer une science qui s'appelle la médiologie. C'est-à-dire non pas la relation qu'on peut avoir à travers un téléphone portable, qui ont sonné quand même 7 fois dans une réunion ce soir, et notre appréhension du monde. Est-ce que vous pourriez nous éclairer en tant que scientifique sur cette intrusion massive et ce pouvoir de dissolution des rapports humains qu'a cet appareil? Vous me donnez combien d'heures? Non, je ne sais pas du tout. Vous savez, les outils sont les outils. Depuis que l'être humain existe, il est capable de faire un silex pour exprimer son émotion artistique, ou il est capable de l'attacher à un bout de bois et de casser la tête de son voisin. Aujourd'hui, le téléphone portable, c'est un esclavage parce qu'on doit être joignable tout le temps. Et si... alors là, c'est plutôt le mail. Si vous ne répondez pas dans l'heure à un mail, on vous demande où est-ce que vous étiez, qu'est-ce que vous étiez en train de faire. Et puis en même temps, c'est merveilleux parce que, je sais pas, hier soir, à 11h, il y a un de mes amis brésiliens qui avait besoin de parler parce que la situation est vraiment affreuse au Brésil en ce moment. Et on a pu discuter un quart d'heure. Voilà. Donc, tout est dans l'usage que vous en faites. Effectivement, il y a une épidémie de myopie parce que les gens, de tout le monde, tous les âges, il y a 20 cm là, collé à son écran, et effectivement, vous montez dans un métro, au lieu que les gens soient simplement tristes, endormis, abattus, quand il y a un métro, en ce moment, ils regardent moins parce qu'on est tellement serré dans les quelques métros qu'il y a qu'on ne peut pas, mais voilà, ils regardent tous leur écran où ils sont tous en train de jouer. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien ? J'en sais rien, si c'est vous mettre en relation avec le monde ou avec d'autres, vous développez l'humanité de votre cerveau. Si c'est vous abrutir dans un jeu idiot qui vous passe une publicité toutes les 5 minutes pour vous vendre quelque chose, c'est plus discutable. Juste un petit point, parce que je crois que c'est toi qui m'avais souligné ce point une fois. Il y a également des aspects un peu pervers, c'est-à-dire la manière dont vous utilisez votre téléphone envoie de l'information sur ce que vous êtes. Vous allez taper, trembler, hésiter, et tout ça contribue à donner, je dirais, une image, enfin un diagnostic même à distance, sur l'utilisation faite d'un téléphone. Donc vous perdez une grande partie de votre intégrité de santé en utilisant votre téléphone. Et ça, les gens n'en sont pas... Si vous tremblez un peu, si vous hésitez pour tapoter... on commence à faire des diagnostics de dyskinésie, voilà. Bien sûr, aujourd'hui, enfin c'est depuis déjà 2015 que les compagnies qui font fonctionner le smartphone, que ce soit Android pour Google, que ce soit Apple pour l'iPhone, sont capables simplement, avec la manière dont vous tapez sur votre écran, de détecter un tremblement ou la manière dont vous parlez de détecter un chevrotement de la voix qui signe une maladie de Parkinson. Et donc, à l'insu de votre plein gré, vous envoyez une information qui peut être... Si vous avez la géolocalisation, il est très simple de repérer que vous, au lieu d'aller d'un point A à un point B, vous hésitez, vous allez et venez, et donc repérer les premiers symptômes d'une désorientation temporo-spatiale. Donc, il y a plein d'informations. Alors, avec les dispositifs qu'on se met sur la tête, ça va être encore bien plus important. Et ce n'est pas un hasard si, au mois d'octobre, dans la même semaine, Facebook a racheté une entreprise de neurotechnologie pour $1 milliard
avec l'objectif que dans 5 ans, vous vous mettiez un casque sur la tête et que vous n'ayez plus besoin de votre clavier pour enregistrer une phrase sur votre ordinateur ou, entre guillemets, dicter une lettre. C'est-à-dire qu'en détectant votre activité cérébrale, on puisse taper sur l'ordinateur sans clavier. Et au même moment, Google, qui s'est peut-être senti un peu en retard, a investi dans l'entreprise d'Elon Musk, Neuralink, un autre $1 milliard, ce qui semble être l'unité de mesure de ces compagnies, pour essayer de faire la même chose. Et ça sera des lunettes qui, au lieu d'être les anciennes lunettes Google qui projetaient des écrans et tout, seront capables de détecter de l'activité cérébrale et de vous permettre d'utiliser tous vos écrans sans vos mains. C'est leur projet, mais ils seront prêts à dépenser beaucoup. L'homme a un cerveau très plastique, il joue beaucoup, souvent il suit plus son plaisir que sa raison. Il y a des exemples très nombreux. Comment faire avec notre cerveau, justement, pour qu'on s'abstrait un peu de notre plaisir immédiat et qu'on aille, par exemple, dans l'écologie, dans l'état de la planète, davantage dans des choix raisonnés? Là, tu poses, cher Georges, une question fondamentale, parce qu'en fait, le réalisme, ou ce qu'on est capable d'enregistrer de notre cerveau, montre que nous ne fonctionnons que à la récompense. Nous avons besoin constamment d'avoir une récompense à ce que nous faisons. Et il y a là où on peut heureusement reprendre la main, c'est qu'il y a 2 façons d'avoir une récompense. On a 2 grands circuits dopaminergiques dans nos noyaux gris centraux. L'un est le circuit des habitudes. On est récompensé si on fait ce qu'on sait faire. Et au fond, la routine, ça permet, en répétant ce qu'on sait déjà faire, ça permet une certaine récompense. Pas très importante, mais quand même réelle. Et puis il y a un autre circuit qui est le circuit dirigé vers les buts et qui anime la curiosité, le fait qu'on a aussi beaucoup de plaisir si on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait ou si on découvre quelque chose qu'on n'a jamais fait. Alors comment est-ce que dès le plus jeune âge, on arrive à orienter nos enfants vers le fait de leur montrer qu'ils prennent du plaisir à découvrir, ce qui est déjà spontané chez tous les animaux, mais aussi chez les jeunes êtres humains, mais qu'il y a plus de plaisir à découvrir, à exercer sa curiosité, à faire des choses qu'on n'a encore jamais fait ou jamais réussi à faire, plutôt que d'être dans la routine. Voilà, tout ce qu'on essaye de nous vendre, c'est de la routine, c'est des choses qu'on a déjà fait. Quand Lelay, le PDG de TF1, disait mon métier c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, c'était ça, on vend de l'addiction au sucre, puisque notre cerveau, plus que n'importe quelle drogue, aime le sucre, donc on nous vend du sucre et on nous vend des choses qu'on connaît déjà. C'était autrefois la cigarette du cow-boy Marlboro et ça reste aujourd'hui tous les sodas. Bon, comment est-ce qu'on oriente ça vers plus la récompense de découvrir, la récompense de faire soi-même, la récompense d'interagir, pas forcément de faire tout seul mais de faire avec les autres. Voilà. Tout ça dans une société qui, au contraire, pour certaines raisons là clairement idéologiques, cherche à tout individualiser, tout séparer, à mettre l'évaluation de la performance uniquement sur l'individu et donc pousser l'individu à faire bien ce qu'il sait déjà faire, ce qui est quand même le contexte actuel. Donc on est aussi avec des choix de société, on est aussi avec le choix de toujours vouloir sélectionner les meilleurs, et je dis ça au milieu d'une assemblée de gens qui, comme je l'ai été avec mon parcours universitaire, on a tous été la crème de la crème, sursélectionnés tout au long, et puis c'était jamais assez, même quand on avait réussi la pré-radé de médecine, il fallait réussir à l'internat, même quand on avait réussi après, il fallait encore sélectionner. Bon, comment on réapprend à faire ensemble? Et je pense que vous, physiciens, pour beaucoup d'entre vous, ben vous savez travailler ensemble. Nous, biologistes, un peu moins. Donc il faut qu'on apprenne mieux. Je suis professeur de physique-chimie en retraite de lycée. Je n'ai pas été sélectionné comme beaucoup d'entre vous. Mais par contre,
de votre discours a soulevé chez moi beaucoup de questions. J'en avais noté 8, mais il n'y en a que... J'en prendrai que 3, parce qu'elles sont bien entre elles. Bon, le premier sujet, c'est à propos de l'IRM sur les 1000 enfants aux États-Unis. Qui ont démontré, ou plutôt qui n'ont pas démontré de lien entre le milieu social d'un enfant et puis ses capacités d'apprendre et de comprendre. Je peux vous dire que sur le terrain, à cause de l'exercice de mon métier de professeur de physique-chimie, je peux dire et affirmer avec certitude qu'un mauvais élève, ça n'existe pas, carrément. Par contre, des élèves qui souffrent parce qu'ils ne comprennent pas, ou des élèves qui souffrent parce qu'ils voudraient savoir et qu'ils ne savent pas, ou des élèves qui ne sont pas correctement motivés pour faire leurs devoirs. On leur a présenté un devoir de physique comme une récitation d'un savoir, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Il faut le considérer comme un devoir de français ou un devoir de philosophie, c'est-à-dire c'est un ensemble où on exprime son opinion sur le sujet du devoir en question. Et que même les formules de mathématiques ou les formules de chimie qu'on écrit font partie de l'argumentation. Et ce qui intéresse le correcteur, c'est surtout la qualité de l'argumentation dans son ensemble. La deuxième question concerne, vous avez parlé de code neuronal. Oui. J'ai pas compris la question, parce que je pense que vous n'avez... Enfin, j'espère que dans ma présentation, voilà, j'ai rien dit qui soit en contradiction avec ce que vous venez de dire. Je veux dire par là que beaucoup d'élèves qui m'ont dit en physique ou en mathématiques je suis nul, l'expérience a démontré que c'est complètement faux. Ils ont tous la capacité d'entrer dans ces disciplines et de comprendre ces disciplines. Mais... Le malheur pour eux, c'est que leur cursus scolaire ne les a pas mis devant des professeurs ou des collègues qui ont su justement leur démontrer et restaurer leur confiance en eux. C'est ça que je voulais dire. Et comment dire, vous dites aussi, le cerveau construit une illusion du monde. Le cerveau anticipe en permanence le monde. Et là, ça soulève la deuxième de mes questions. Qu'en est-il d'un jeune garçon quand il va partir à la guerre? Il y va quand même, il sait comment un cerveau peut-il fonctionner, vu qu'il anticipe qu'il va aller à la guerre avec les risques que ça comporte, les risques énormes que ça comporte. Quand on voit toutes ces populations qui sont parties au combat, par exemple, pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi? Je vais juste vous répondre par une autre question, excusez-moi. Si vous êtes malade et que je vous fais les deux propositions suivantes, laquelle des deux préférez-vous? J'ai un traitement à vous proposer, mais malgré ce traitement, vous avez 90% de mourir. J'ai un traitement à vous proposer et ce traitement peut vous donner 10% de survivre. Normalement, ça arrive. Non, c'est pas biaisé du tout. C'est la même réalité, mais je vous ai fait deux propositions qui vous orientent, qui orientent votre cerveau, qui orientent votre raisonnement, soit vers le fait que vous avez 90% que le traitement soit inefficace, soit vers le fait que vous avez 10% de chance. Or, le biais cognitif, nos cerveaux, je vous invite encore une fois à lire Kahneman, font qu'on s'intéresse beaucoup plus aux 10% qui vont nous permettre de vivre qu'aux 90% qui risquent de nous faire mourir. Dans l'expérience que vous avez parlé tout à l'heure sur l'horloge, est-ce que vous n'avez pas précisé, est-ce que toutes les personnes ont été prises au même âge, ou est-ce que ça varie quand même avec 10 ans ou 15 ou 20 ans de différence? Est-ce que c'est toujours la même chose? Là, vous me posez une colle, mais j'ai jamais rien lu qui mette en question l'âge dans cette expérience. Elle a été reprise sous des dizaines de variantes et elle a toujours donné la même chose. Il y en a une que j'adore de variante qui est la manière dont
on peut montrer le couplage cognitif entre deux individus. Il y a toujours, et encore une fois, on retrouve cette anticipation, et même avec des espaces de temps de 4 secondes dans des couplages cognitifs. Donc non, je ne pense pas que l'âge ait quoi que ce soit à voir avec l'expérience de Libet. Après, on dit qu'en moyenne, tout commence 550 millisecondes avant le déclenchement du geste. La prise de conscience, en moyenne, 200 millisecondes avant le déclenchement du geste. Voilà, c'est des temporalités qui sont des moyennes. Quand vous voyez quelqu'un entrer dans une pièce, à votre avis, combien de temps mettez-vous à reconnaître à travers le visage, en tout cas croire si c'est un homme ou une femme? Une demi-seconde. C'est plutôt de l'ordre de 60 millisecondes. Vous voyez, ça va dans des vitesses de temporalité. Alors après, ça c'est juste la forme générale, est-ce que c'est un homme, une femme, et puis après ça se précise jusqu'à 400 millisecondes pour reconnaître vraiment si par exemple vous connaissez cette personne. Oui, mais tout dépend du contexte. Si on croise notre voisin de palier sur le palier ou... On est d'accord. Si c'est plus ou moins éclairé, si vous êtes plus ou moins préparé, oui, bien sûr. Ça dépend du contexte. Mais c'était juste pour dire que, voilà, à cause justement de la complexité, de la contextualité, dans les expériences de laboratoire, c'est toujours à peu près cette moyenne. Ensuite, dans la vraie vie, il peut y avoir une variabilité qui tient à des variables externes comme certains éléments du contexte qui peuvent interférer. On lit dans la presse grand public que maintenant on commence à savoir commander des dispositifs mécaniques par des électrodes implantées dans le cerveau ou peut-être même par des courants détectés dans le cerveau. Est-ce que, par exemple, ça permettrait à quelqu'un de paralysé de pouvoir commander un exosquelette? Qu'est-ce qu'il y a de sérieux là-dedans? C'est vrai, hein. La presse se fait le relais d'expériences qui ont été menées maintenant depuis plusieurs années. Il a été possible pour une personne tétraplégique de porter à sa bouche un gobelet de café chaud, de le boire et de le reposer. Il est possible, les expériences de Courtine à l'EPFL à Lausanne permettent à des paraplégiques de remarcher avec des dispositifs de stimulation au niveau de la moelle qui miment le rythme de marche. Bon, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est des expériences encore très très expérimentales et qu'il faut des mois et des mois d'apprentissage aux personnes pour arriver à apprendre à maîtriser ces dispositifs, ces implants. Donc on est très très loin du fait de, voilà, je vous branche je vous branche une électrode, je vous branche un exosquelette, et ça y est, c'est parti, vous allez pouvoir faire des choses. Mais oui, bien sûr, aujourd'hui, je vous ai montré avec l'image du cerveau au tout début qu'on était capable de recueillir des potentiels dans différentes régions du cerveau. Ah mince, j'ai été dans le mauvais sens. Peut-être il y a une image que je peux vous montrer là. Voilà. Ça, c'est des choses tout à fait réelles. On est capable, avec des dispositifs de stimulation de lunettes, par exemple à l'Institut de la Vision, hein, juste là au 15-20 à la Bastille, de permettre à des gens de voir, des gens aveugles, de voir un titre de journal maintenant de 5 mm, si les lettres font 5 mm et sont bien en noir et blanc, et la personne prend à peu près entre 30 secondes et 60 secondes pour arriver à lire une phrase. Une personne aveugle, mais en reconstituant au niveau de son cortex occipital les stimulations reçues au niveau de la rétine. On est capable, avec certaines électrodes au niveau du scalp, de détecter quand vous pensez à bouger le bras. Bon, il y a une activité qui est projetée au niveau des centres moteurs, et si elle est décryptée, et aujourd'hui on commence à avoir des électrodes. Donc notre cerveau, c'est à peu près 86 milliards de cellules. Une région, une unité du cortex cérébral, c'est environ 100 000 neurones. Et bien aujourd'hui, il y a des électrodes qui sont capables de détecter et d'analyser l'activité de ces 100 000 neurones et de procéder avec des systèmes de déconvolution à leur analyse. Et donc du coup,
entre l'entraînement de la personne à mimer de façon projetée l'activité, par exemple, de bouger son bras, et la manière de décrypter cette activité, on peut, avec beaucoup d'entraînement, arriver à faire fonctionner des bras mécaniques ou des exosquelettes ou des bras à distance. Ça a même pu être fait avec des animaux. Donc oui, il y a des possibilités, mais on en est au début. Je vous propose qu'on continue éventuellement les questions autour d'un verre. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre attention.